Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 5e journée du top 14. On commence tout de suite avec les matchs, et plus particulièrement ceux qui m'ont intéressé. On commence comme la semaine dernière par le match de Perpignan. Perpignan qui affrontait Toulon. C'est donc la première victoire des Catalans dans cette saison de top 14, et juste pour ça déjà, bravo. On était beaucoup à voir les Catalans sûrement faire une saison à la Agen, c'est-à-dire 0 victoire, et redescendre en Pro D2, mais là ils ont montré qu'ils avaient le talent, le courage et l'envie de se maintenir en top 14. Pour ce match, Toulon a mis un peu de temps à rentrer, c'est Perpignan qui a mis de l'envie d'entrer, qui a imposé son jeu, et contre toute attente, c'est Toulon qui marque le premier essai du match par Charles Livon. Et d'ailleurs, sur la transformation de l'essai, on a une scène un peu rigolote et triste à la fois, où Dan Bigard se bloque le dos en tentant la transformation. J'espère pour lui que ça va. Normalement ça devrait pas être trop grave, mais bon, c'est un peu rigolo et surtout ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui m'a plu dans ce match, c'est qu'on a une volonté de jouer des deux côtés. Bon, forcément quand tu joues, tu t'exposes à faire des fautes, et c'est pour ça qu'il y a eu quand même pas mal d'en avant, pas mal de turnover, pas mal d'imprécisions. On sent que les équipes sont pas encore totalement rodées. Et Toulon, ils vont être très indisciplinés, ce qui va amener à l'essai de Lucas Velart, toujours en première mi-temps. Et c'est dommage parce que Toulon, je pense, avait la main mise sur ce match, mais cette accumulation de fautes a fait revenir les Catalans dans le match, et au final, ça leur coûte très cher à Toulon. Du côté de l'USAP, j'aimerais souligner le très bon match de Jake McIntyre, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, moi je suis content que l'USAP glane sa première victoire, même si c'est une victoire à domicile, parce que ça redonne un petit peu de challenge, un petit peu de suspense à cette lutte pour le maintien qui va se jouer, je pense, entre Perpignan et Oyonnax. À voir si Montpellier, s'il continue comme ça, ne s'immisce pas dans ce duel. Mais en tout cas, Perpignan lance enfin sa saison, et j'espère que ça va durer et qu'il y aura une belle lutte pour le maintien comme chaque année, comme ils ont l'habitude de faire. Du côté de Toulon, à part YCA qui a fait un très gros match je trouve, et Olivon qui a, on va dire, alterné le bon et le moins bon, il n'y a pas trop de satisfaction, j'ai l'impression. Villiers, il a essayé, mais il n'a pas été percutant, il n'a pas réussi à vraiment breaker, et c'est dommage, parce que quand même, quand on connaît la qualité de Villiers, on peut s'attendre à mieux d'un joueur comme ça. Il fait pas non plus un mauvais match, mais je m'attendais à mieux. Et aussi, la semaine dernière, j'avais mis Thomaso Allan dans les flops, là, je trouvais que c'était bien rattrapé. Il a été fiable au pied, je crois qu'il est à 80% sur ce match. Et dans le jeu, il a pas été mauvais, il a trouvé des bonnes touches. Franchement, Thomas Holland s'est bien rattrapé. Mais quittons la Catalogne pour l'Île-de-France, puisqu'on va aller sur le terrain couvert de la Paris Défense Arena avec le match Racing-Lyon. Alors là, la première impression que j'ai envie de donner, c'est que Lyon, putain, mais il pouvait gagner, et il devait gagner, mais 1000 fois ce match. Déjà, Lyon commence beaucoup mieux ce match. Ils avaient la possession, ils ont fait une très bonne combinaison qui amène l'essai de Couillou sur cette touche, avec une défense un petit peu à la ramasse, mais quand même, Lyon a très bien démarré son match, a essayé de garder cette constance et garder ce rythme jusqu'à la fin, mais malheureusement, les 10 dernières minutes leur ont compté trop cher, ils ont fait trop d'erreurs, trop de pénalités, ce qui amène à l'essai de TDR et à la victoire finale du Racing 92. Après, il faut souligner quand même l'énorme match de Francis Sailly, et plus généralement de la paire de centre du Racing, que ce soit Tabouavou en première mi-temps et Ficou ensuite. Mais en tout cas, Sailly, il a été, je crois que ça a été le joueur qui a parcouru le plus de mètres ballon en main. En défense, ça a été un rock, ça passait pas. Il a fait, j'ai pas de souvenir qu'il ait fait une erreur. Et franchement, Francis Sailly, quand on sait que seulement un contrat de Joker Coupe du Monde lui a été proposé, qui au final a été prolongé, donc il va finir la saison de Racing, on peut se poser des questions, parce qu'il a encore un niveau excellent, et ça m'étonne qu'un joueur comme ça se voit proposer seulement un contrat de Joker Coupe du Monde. Et par contre, j'aimerais signaler, et j'aimerais poser question sur l'essai de Thomas Laclaya. J'ai l'impression, après j'ai peut-être mal vu ou mal compris la décision de l'arbitre, mais que Thomas Laclaya n'a aplati jamais véritablement. J'ai toujours l'impression qu'il y a un bras, j'arrive pas à déterminer si c'est le sien ou si c'est un bras d'un Lyonnais, mais je ne vois en aucun cas le ballon aplati sur la ligne ou derrière, et donc pour moi l'essai n'aurait pas dû être valable. Mais bon, avec la vidéo tout ça, je me doute que s'il a été accordé, c'est qu'il est valable. Mais juste, je me posais de cette question. Du côté de Lyon, j'aimerais souligner l'énorme match de Baptiste Couillou, genre vraiment, il n'a pas perdu de niveau depuis la Coupe du Monde.
Il est très très impactant, il marque le premier essai, il vient arracher des ballons précieux, il court beaucoup aussi Baptiste Couillou, et c'est un véritable leader à Lyon, et quand il sort, ça se ressent tout de suite. J'aimerais aussi noter le match plutôt intéressant de Vincent Ratez, qui n'a pas été beaucoup utilisé en ce début de saison, mais qui a fait un bon match, et j'espère qu'il va continuer, parce que j'aime bien Vincent Ratez comme joueur, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée, qu'il va gagner du temps de jeu, même si bon à Lyon, aux ailes, entre Nignashvili, Dumortier, Abrams, Yohanné et Mignot, il y a du monde. Maintenant, passons à Clermont-Bayonne. Déjà, ce que j'ai envie de remarquer, c'est que Bayonne a été beaucoup trop vite dépassé sur ce match. Ils n'ont jamais réussi à tenir le rythme imposé par la charnière Bézi-Ourdapileta, et ça a été vraiment cruel pour eux parce que même avec Machno Lopez en face, ils ont pas su tenir. Et je trouve pas ça normal vu l'équipe qui est alignée, enfin franchement c'était quasiment l'équipe type à 2-3 joueurs près. Et Bayonne confirme son plutôt mauvais début de saison, j'ai envie de dire, car à l'extérieur, c'est un Fanny à Castres 37-0 et maintenant une grosse défaite à Clermont, si je me souviens bien 46-14 ou 46-16. En plus, ils ont été beaucoup trop indisciplinés et le rôle des leaders n'a pas été véritablement vu, pas été véritablement mis à l'honneur. Je pense notamment au nombre de fautes qui amènent le carton jaune d'Arthur Ituria en fin de première mi-temps. Arthur Ituria, qui en plus jouait contre son ancien club, c'était forcément une sorte de revanche ou en tout cas un match spécial pour lui. Et il amène pas ce qu'il devrait amener. En tout cas, pas pour le moment. Et ce carton jaune juste illustre la performance des Bayonnais, même la contre-performance, je dirais, car ils ont été dépassés et ils n'ont jamais su revenir. Et pour Clermont, franchement, j'applaudis parce que la semaine dernière, ils se sont totalement écroulés à Lyon, et je l'avais souligné. Et là, maintenant, c'est un match, j'ai envie de dire presque référence, car ils ont été constants du début jusqu'à la fin, que ce soit les joueurs titulaires comme les remplaçants. Tout le monde a été au niveau. Surtout qu'en face, c'est Bayonne, c'est pas une petite équipe. Je vous remonte la composition, c'était franchement une équipe très très solide. Et Clermont gagne avec bonus offensif pour la deuxième fois cette saison. Maintenant, s'ils règlent ce petit souci à l'extérieur, ça peut faire très mal Clermont. Je vais parler maintenant du dernier match de cette journée, la section paloise contre le Stade Toulousain. Si on refait un petit peu l'historique du match, les Toulousains ont été menés, en tout cas physiquement et dans les contacts, tout de suite. Vraiment, ils ont été pris tout de suite dans l'engagement, dans le combat. Et ils se sont retrouvés à mener un petit peu contre le cours du jeu. Enfin, c'est mon opinion. Mais les Palois ont su réagir avec cette belle séquence de conservation qui amènera à l'essai de Rhys Iwat. Et les Toulousains, c'est le deuxième week-end que je les vois faire autant d'erreurs, que ce soit sur la discipline, mais aussi sur des incompréhensions sur le placement, dans les passes, dans le jeu au pied. Il y a eu beaucoup de déchets à Toulouse, comme il y en avait eu beaucoup la semaine dernière face à l'Union Bordeaux-Bègles, mais là encore plus. Et j'ai envie de dire, heureusement que l'essai d'Atisogbe a été refusé, car l'écart, au final, aurait pu être beaucoup plus sévère. Et je suis très content que la section paloise gagne ce match, et de manière plus générale, je suis très content que la section paloise fasse un très bon début de saison, parce que c'est une équipe que j'ai toujours un peu appréciée, car ils ont toujours cette philosophie de jouer, et ça j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé dans plusieurs analyses du top 14, avec la patte Piccheroni, qui aime beaucoup l'attaque et qui aime beaucoup ces systèmes de filiation, de formation. On le voit notamment avec Atisogbe, Gailleton ou encore Oradou. Et franchement, c'est une équipe qui est plaisante à avoir joué. En plus, là, ils vont avoir l'arrivée de Sam Whitelock, beaucoup d'expérience, avec peut-être une intégration qui sera facilitée, vu qu'il y a son frère qui joue déjà. Donc Pau, c'est peut-être l'année du top 6. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire et ça serait vraiment mérité. Et le Stade Toulousain peut quand même nourrir des regrets parce que sur les 10-15 dernières minutes du match, ils avaient vraiment peut-être 90% de possession. Et encore une fois, ces petites erreurs, ces pénalités, ces ballons grattés par la section, ça a fait que Toulouse n'a jamais pu marquer. Et puis il y a eu aussi les nombreux échecs au pied de Jaminet. Bon après, il en a tenté une de 60-65 mètres, donc je peux comprendre qu'il la rate celle-ci. Mais en tout cas, je crois qu'il en a raté 3. On n'est pas habitué à voir ça, et au final, ça fait que Toulouse perd ce match. Enfin bref, on remonte un petit peu vers le nord, et on s'arrête du côté de Chabandelmas pour la rencontre Union Bordeaux-Bègles-Montpellier. Alors là, le début du match, il est 100% montpelliérain. On l'a vu notamment avec l'essai de Ngambébé, qui arrive au bout de 5-6 minutes, je crois. Mais bon, l'UBB réagit de suite avec une belle séquence qui amène l'essai d'Huberti de plusieurs temps de jeu. Bon, après le match, Bordeaux a rapidement mis la main dessus et s'en est vraiment jamais
enlevé. Ils ont toujours mené, en tout cas quasiment toujours mené, à part quand il y a le deuxième essai Montpellier. Et Bordeaux, on sent quand même qu'il y a du potentiel. Là, c'est Bru qui disait qu'il racontera la différence entre le potentiel et le réel. Et j'attends de voir, parce qu'effectivement, il y avait Jalibert, Penaud qui sont pas encore là. Il y a d'autres joueurs qui peuvent revenir, comme Guido Petit. Bordeaux, ça peut être très très intéressant. Et attention à eux, parce que je pense que là, ils étaient peut-être qu'à 40-50% de leur capacité. Mais j'ai trouvé quand même un Montpellier vraiment sans repère, et on sent vraiment que c'est la crise. La charnière n'a pas été très bonne. Enfin, j'ai trouvé que Payog et Carbonel ont alterné entre le bon et le moins bon, mais souvent des mauvaises décisions, des mauvais choix de jeu. Quand le jeune Emery est rentré, il y a notamment cette action où il tape un petit coup de pied par-dessus alors qu'il est à l'entrée des 22 mètres de Bordeaux. Je me suis demandé pourquoi. Et on voit que Montpellier, tout n'est pas rodé et qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut que cette équipe soit soudée, car j'ai pas l'impression qu'ils jouent en équipe, j'ai l'impression qu'ils jouent en individualité. Et au final, un peu comme contre Castres, je pense que l'UBB, si ils avaient accéléré, auraient pu aller chercher le bonus offensif. Mais bon, là ils étaient quand même très loin, vu qu'il n'y avait que 3 essais à 2 au score final. Passons maintenant au match que j'ai moins aimé, il y en a 2 si vous avez bien compté. Le premier entre Oyonnax et La Rochelle, bon, en même temps, les acteurs, je les plains un peu parce que jouer sous des trompes d'eau, c'était clairement pas facile avec le vent, tout ça. C'était un peu soporifique, mais on voit quand même que La Rochelle a, je pense, un souci d'ego. J'en parlais déjà la semaine dernière contre Castres, mais là, je pense que Ronan O'Gara se disait que ça allait être gagné d'avance à Oyonnax en mettant une composition bis. Et franchement, on voit le résultat, hein, La Rochelle perd. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, j'avais l'impression que La Rochelle manquait de puissance. Bon, après, il y a les absences d'Antonio, d'Aldrit, de Skelton, entre autres, mais c'est quelque chose d'assez rare à La Rochelle. D'habitude, c'est eux qui te concassent, c'est eux qui avancent et qui mettent de la puissance devant. Et là, j'ai l'impression que c'était plus Oyonnax. Oyonnax qui marque d'ailleurs un très bel essai en première main de Darren Swindham. Ça va être un de mes essais de la journée avec celui de Bautista Delgui. Et pour moi, il y a 2 facteurs à la défaite rochelaise et la victoire oyonnaxienne. C'est d'abord la réussite du buteur oyonnaxien Miotti, qui a fait un très bon match, je trouve. Notamment, il trouve un 50-22 depuis ses 22 mètres assez exceptionnel, qui rappelle un petit peu le coup de pied de Boutier face à l'Angleterre. Mais dans le jeu, même, j'ai trouvé très bon. Il n'a pas surjoué parce qu'en même temps, il savait très bien qu'il ne pouvait pas trop écarter vu qu'il y avait des conditions dégueulasses. Et au pied, il a été propre, il a fait ce qu'on lui a demandé, et les erreurs passées, notamment avec Jules Soulan, sont en train d'être gommées du côté de Oyonnax. Et du côté de La Rochelle, j'ai envie de dire, c'est la touche. Pour le pauvre Sacha Idoumi, pour sa première titularisation en pro, c'était pas les meilleures conditions, et clairement on lui en veut pas, hein, pour un premier match en pro. Déjà il est pro, donc c'est pas mal, et après même l'Espio, quand il est rentré, ça a pas été forcément mieux. Enfin bref, maintenant passons au dernier match, c'est Stade Français Castres. Alors j'ai envie de résumer ce match en une phrase. Castres était trop apathique et le Stade Français assez réaliste. Désolé, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, encore une fois. Maintenant, passons au top et au flop. Alors en flop, j'en ai déjà parlé, mais Sacha Idoumi et Quentin Lespio, malheureusement, n'ont pas été très performants, notamment au niveau de la touche. Donc je les mets en flop, mais je mets une petite réserve sur Sacha Idoumi parce que c'était sa première titularisation. Je vais mettre aussi Arthur Ituria pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Je trouve qu'il a vraiment rien apporté à cette équipe de Bayonne. Et enfin, le dernier flop, c'est Louis Carbonel, mais je mettrai plutôt la charnière Montpellier-Rennes, comme je l'ai dit précédemment. Je trouve que Louis Carbonel n'a pas fait un bon match, et ça s'est vu notamment au pied, qui est d'habitude sa qualité première. Pour les tops, maintenant, je parlerai d'abord des 2 Palois, Chris Tokolaï et Rissi Watt. Rissi Watt, je pense que beaucoup l'ont remarqué sur ce match, il a eu une activité vraiment débordante, il a été partout et il a été récompensé par cet essai. Et pour Chris Tokolaï, c'est un pilier que je connaissais évidemment, mais je l'avais jamais vu faire un match aussi abouti. En mêlée, il a été plutôt performant. Dans le jeu, à chaque prise de balle, il avançait. Franchement, Chris Tokolaï, très 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 bon match. Mais pour moi, le véritable homme de cette 5e journée, c'est Francis Sailly, mais j'en ai déjà parlé un peu avant. Et enfin, le dernier joueur dont j'aimerais vous parler, c'est Jake McIntyre. C'est un joueur qui, depuis qu'il est venu à Perpignan, a toujours amené cette électricité, j'ai envie de dire, ce gaz, ses appuis et son envie de jouer.
Et là, il a encore fait un très bon match dans son style, toujours très vif, très coureur et très joueur. Et j'ai beaucoup aimé son match et son association avec Alan fait, ou en tout cas fera peut-être oublier son association avec Teder. Maintenant, passons à l'essai de la journée et je vais en mettre deux, car ils sont très similaires. C'est pour moi donc l'essai de Darren Swinton d'Oyonnax et de Bautista Delgui de Clermont. Les deux partent donc d'un lancement de jeu, donc une touche et un ballon porté, et à chaque fois ça joue très bien avec le 10, avec plusieurs leurres qui vient donner dans le dos. Au final on a une percée puis ça écarte, et les deux joueurs n'ont plus qu'à courir pour aller planter leur essai. Ces deux essais qui sont magnifiquement construits, qui sont très similaires et très très beaux. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, donc je vous mets le classement du top 14 à l'issue de cette 5e journée. La semaine prochaine, on se retrouve pour une très grosse 6e journée, avec notamment un Pau Union Bordeaux-Bègles que j'ai très hâte de voir, notamment avec le retour de Jalibert et Penaud. En tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Bourrichon. Ciao, ciao!